Dans toute la saga Harry Potter, on nous rabâche ça. Vous avez les yeux de votre mère. Et bah, c'est faux. Dès le premier film, Daniel Radcliffe a fait une grosse allergie aux lentilles de contact qu'il portait pour lui donner les yeux verts, comme dans le livre. On le voit sur cette scène, il a les larmes aux yeux, mais c'est surtout parce que ça le brûlait. Résultat, les lentilles ont été abandonnées pour le reste de la saga et on laisse aux yeux de l'acteur leur couleur d'origine, c'est-à-dire bleu. Et même pour le casting de Lily Potter, ils se sont plantés. Ils ont pris une actrice avec des yeux marrons. Jusqu'au bout, y a rien qui va. Dans les livres comme dans les films, la saga Harry Potter regorge de petits détails et de secrets que vous ne connaissez sûrement pas. Alors embarquez avec nous à bord du Poudlard Express, direction les mystères de la saga. Comment a été créé Harry Potter ? Et bah, il a failli finir au placard. En 1990, J.K. Rowling prend un train entre Manchester et Londres quand elle imagine un petit garçon brun à lunettes qui apprend qu'il est un sorcier. Une fois chez elle, elle décide de plancher sur cette idée, mais c'est la galère. Elle passe 5 ans à écrire toutes les biographies de ses personnages avant d'attaquer la rédaction d'Harry Potter à l'école des sorciers. À l'époque, elle est dépressive, elle n'a pas un rond, mais donne tout pour son univers. Elle termine son premier roman, mais elle ne trouve pas de preneur. Les éditeurs pensaient que le livre était beaucoup trop long pour les enfants. Personne ne veut miser sur elle, jusqu'à un certain Barry Cunningham. Travaillant chez Bloomsbury, il signe l'auteur et lui permet, après 1 an à prendre la poussière, de sortir son bouquin, et c'est un carton. Traduit en 80 langues différentes, le premier tome de la saga s'écoule à plus de 120 millions d'exemplaires à travers le monde. Mieux que le livre le mieux vendu de la saga Narnia, et même mieux que le Hobbit de Tolkien. Mais dès sa sortie, tout le monde dit que ça ressemble au Seigneur des Anneaux. Alors ouais, il y a de la fantaisie, il y a des créatures magiques, il y a un grand seigneur des ténèbres, ok, admettons. L'autrice nous assure que non, il n'y a pas plagiat, parce que ses inspirations réelles sont bien plus bizarres. Harry, Hermione et pas mal d'autres personnages sont basés sur ceux des romans d'Edith Nesbit, une autrice jeunesse du début des années 1900. Le côté fantasy, c'est Le Cheval d'Argent d'Elizabeth Goudge qui l'a inspiré. Par moments, c'est presque de la copie. Un héros orphelin qui découvre l'existence d'un monde magique avec des créatures fantastiques, c'est moi ou ça se ressemble beaucoup là quand même. Rowling est aussi une grande fan de mythologie. Elle s'inspire beaucoup des folklores européens, comme pour les gnomes, gobelins ou autres trolls, mais aussi des autres cultures, comme le Zhuwu tiré de la mythologie chinoise. Le temps passe, les tomes suivants sortent, et le succès est total. La saga sera vendue à plus de 500 millions d'exemplaires à travers le monde. Mais ça plaît pas à tout le monde. Plusieurs mouvements religieux conservateurs critiquent Harry Potter et le jugent inapproprié pour les enfants, car il fait la promotion de la sorcellerie, ce qui pourrait écarter nos chères petites têtes blondes du droit chemin. Et j'ai fait des guillemets avec les doigts. Qui aime la magie? Jéhovah? Ou Satan. On a aussi accusé les livres d'être anti-gouvernementaux, voire carrément anarchistes. Dumbledore récompense les élèves qui brisent les règles, il leur donne même des points. Malgré les critiques, la saga devient un véritable phénomène de société. Elle donne un nouveau souffle à la littérature jeunesse tout en l'ouvrant à un public plus large avec des thèmes plus poussés et adultes. Comme quoi, Harry Potter, c'est aussi pour les grands. Ces personnages rajoutés au dernier moment. Luna Lovegood a failli ne jamais exister. Au départ, il y avait juste Lily Moon, une jeune fille rêveuse, la tête dans les nuages, ouais ça vous rappelle rien, et si. À la dernière minute, l'auteur la change complètement pour en faire la Luna qu'on connaît aujourd'hui, mais elle garde quand même le nom de Lily pour la mère de Harry. C'est d'ailleurs pas la seule dans ce cas-là. Au lieu de Granger, ou Granger pour les Québécois, Hermione aurait par exemple dû s'appeler Puckle. Puckle. Drago lui est passé par 2 autres noms de famille avant de finalement devenir un Malfoy ou Malfoy si on aime les jeux vidéo. Je m'appelle Drago Malfoy. En fait, pour créer la saga, J.K. Rowling avait 2 blocs-notes, l'un avec les noms des personnages remplis et modifiés, et l'autre avec une première ébauche de l'histoire qu'elle n'a absolument pas utilisée pour l'intrigue finale. Super, ça c'est la vie d'artiste. En 2000, Steven Spielberg voit beaucoup de potentiel dans cette saga et il veut l'adapter au cinéma. C'est son objectif. Il a même déjà un acteur en tête pour le rôle de Harry, c'est le gamin du film Sixième Sens. Sauf que l'idée, elle ne plaît pas du tout à J.K. Rowling qui veut absolument un acteur anglais pour le rôle. Spielberg refuse de réaliser le film sans son protégé et il quitte le projet. La suite vous la connaissez, Chris Columbus récupère le bébé et le rôle est confié à un certain petit Daniel Radcliffe. On n'est aussi pas non plus passé très loin d'un Harry Potter à la sauce Guillermo del Toro, qu'on connaît pour La Forme de l'eau ou Le Labyrinthe de Pan. Il a failli réaliser
réalisé le 3e film et son nom est revenu à chaque changement de réalisateur sans jamais qu'il soit choisi. En fait, l'auteur est resté très impliqué dans les adaptations. En 2016, elle écrit carrément le scénario de la toute nouvelle saga Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. C'est encore tiré d'un livre, cette fois il est juste très différent. À la base, c'est juste un manuel scolaire présent dans la première saga, qui est écrit par Norbert Dragono lui-même. En 2001, une version réelle et physique est publiée et 80% des bénéfices sont reversés à une association qui lutte contre les injustices et la pauvreté. L'idée d'en faire des films n'arrive que bien plus tard. C'est un producteur qui a très envie d'étendre l'univers d'Harry Potter au cinéma et qui a senti la bonne opportunité. Des stars comme Omar Sy, Christian Bale et Benedict Cumberbatch étaient pressentis pour le casting, mais on les a pas choisis. Bon, malheureusement, c'est pas ce qui a sauvé les films. Le premier est cool, mais le 2 et 3, le désastre en fait. Juste le ravage. Une bonne écrivaine ne fait pas forcément une bonne scénariste. Même pour la saga Harry Potter, on a failli passer à côté d'une masterclass. À la base, Severus Rogue, c'était Tim Roth, qu'on a vu plusieurs fois chez Tarantino et du côté de Marvel. Alors, oui, non, j'y crois pas en fait, non, mais non. Finalement, c'est Alan Rickman qui a été choisi, et heureusement, il était déjà très proche de l'auteur et lui donnait en avance les secrets de son personnage, comme sa mort ou alors son amour pour Lily Potter, pour qu'il puisse avoir l'interprétation la plus parfaite possible. J.K. Rowling elle-même a carrément failli apparaître dans la saga dans le rôle de Lily Potter, mais le réalisateur a changé d'avis au dernier moment parce que, c'est pas une actrice en fait, il avait juste peur qu'elle gâche les scènes. Harry Potter a été une galère à tourner. Daniel Radcliffe était un vrai boulet sur les plateaux. Rien que pour lui, il aura fallu 80 baguettes. Parce qu'en dehors des scènes, il avait la brillante idée de s'en servir pour jouer de la batterie. Son budget lunettes est aussi incroyable. 160 paires pour les 8 volets, ça veut dire qu'il en a pété 20 par film. Dose un peu mon gars. Enfin, je veux dire, imaginez juste la tête des accessoiristes derrière la caméra. Par contre, contrairement à ce qu'on dit dans le 4, c'est un très bon danseur. Il en a même fait la suite de sa carrière en jouant plusieurs comédies musicales à Broadway. Mais en plus des galères avec un casting maladroit, les tournages eux-mêmes étaient laborieux. Là où les films Harry Potter se démarquent, c'est via leur volonté d'utiliser le moins de CGI possible. Assez audacieux pour un film de sorcier. À part les elfes, la magie et quelques trucs par-ci par-là, tout est fait en vrai. Pour filmer Poudlard, on utilise une énorme maquette fabriquée par 86 artistes, et si on cumule leurs heures, c'est comme s'ils avaient travaillé 74 ans dessus. Par contre, les effets spéciaux numériques deviennent carrément obligatoires à partir du 4e film, avec l'arrivée de Voldemort et le début de la guerre entre les sorciers et les mange-morts. Mais même avec tout ça, les accessoiristes ont eu un boulot de dingue. Prenez par exemple la chambre des secrets. La porte a carrément été construite en vrai. Le mécanisme est aujourd'hui très fragile, mais on peut la voir quand on visite les studios Harry Potter à Londres. Dans le même genre, cette scène dans les reliques de la mort partie 1, tous les objets du coffre de Bellatrix ont été fabriqués par la prod. 38 000 babioles, dont 7 000 coupes. Alors par contre, ça vaut le coup. Le résultat est plus réaliste, ça donne une touche unique, impossible à reproduire avec un ordinateur. Mais là où il a fallu être ingénieux, c'est avec Hagrid. Dans la vraie vie, Robbie Coltrane ne fait qu'1m85. Comment faire pour qu'il paraisse toujours géant alors que les acteurs grandissent sur le tournage? Facile, on fait 2 cabanes. L'une gigantesque pour les scènes où il était accompagné d'un personnage de taille normale, l'autre toute petite pour ses plans tout seul. Au montage, les prises sont superposées et tout le monde n'y voit que du feu. D'ailleurs, c'est la même technique que pour le Seigneur des Anneaux. Dans les plans larges, Robbie Coltrane avait une doublure taille qui prenait sa place sur certaines scènes. Le tournage le plus laborieux, c'est celui de la coupe de feu. 11 mois, avec des scènes super dures à faire en plus. Genre le passage dans le lac Noir durant le tournoi des 3 sorciers. On a construit un immense bassin juste pour ça, avec un espace pour les caméras et même une salle de repos pour que les acteurs n'aient pas à remonter à la surface entre chaque prise. Au total, Daniel Radcliffe aura passé 41h38 sous l'eau pour cette séquence. Mais ce film, c'est surtout l'occasion d'introduire le grand méchant de la saga, Voldemort. Et pour le design, les producteurs avaient carte blanche. Il n'y a jamais vraiment eu de description physique claire du personnage dans les romans. Du coup, ils ont imaginé un homme grand, fin, très pâle, avec juste une longue robe noire pour donner l'impression qu'il vole. Simple mais super menaçant. Il a marqué toute une génération, notamment grâce à son acteur Ralph Fiennes qui a terrorisé toute l'équipe de tournage. Détail amusant, plus on avance dans les films, plus sa robe change. À chaque fois que Harry détruit un Horcrux, elle s'éclaircit pour montrer qu'il s'affaiblit. À la fin du 8e film, elle est presque blanche. C'est symbolique et ça marche super bien.
Comment filmer des créatures magiques? Dragons, trolls, elfes, nifleurs, zoulous, la saga regorge de créatures fantastiques qu'il a fallu adapter et conceptualiser pour le cinéma. On vous a déjà parlé de où elles viennent, mais comment est-ce qu'on a fait pour les créer à l'écran? Certaines ont demandé une masse colossale d'effets spéciaux. Par exemple, Dobby a été créé de toutes pièces par un ordinateur. Mais c'est pas le cas de toutes les créatures. Prenez par exemple les gobelins, c'est du vrai. Le maquillage demandait énormément de boulot à l'équipe technique, 170 personnes mobilisées pour un total de 4 heures par gobelin. Tous les costumes étaient faits sur mesure pour les acteurs, un travail titanesque. Pourtant, dans les animaux fantastiques, c'est bien Ron Perlman, un grand monsieur d'1m80 qu'on a vu dans Hellboy, qui s'est glissé dans la peau du mafieux Gnarlak. Le secret, c'est le même que Andy Serkis pour le Seigneur des Anneaux, c'est la motion capture. Des points sur le visage, on prend ses expressions et on les modèle sur ordinateur. Mais les autres créatures, comment ça marche? Prenez cette scène dans la Chambre des Secrets. Dans la forêt interdite, Ron et Harry se retrouvent face à une araignée géante. On vous met pas d'image, on floute, regardez, hop là, non, c'est flouté, restez. Et ben ça aussi, c'est du vrai. Les poils de la bestiole avaient été ajoutés un à un à partir de poils de yak ou alors de poils de balai. Rupert Grint, qui joue Ron, a passé un très mauvais moment sur le tournage parce que comme son personnage, il est arachnophobe. Bonjour Rupert, tu as 10 ans, j'espère que tu vas bien. On t'a mis 12 mètres d'araignée devant toi, j'espère que t'es content. Dans la coupe de feu, c'est carrément le Magyar à pointe qu'on a fabriqué en animatronique. Il pouvait bouger, marcher, cracher du feu, une prouesse technique. Par contre, il fallait faire gaffe en passant à côté. L'équipe en est fière et dans le générique, ils ajoutent même aucun dragon n'a été blessé pendant le tournage. Du côté des détraqueurs, c'était plus compliqué. Pour les mouvements de leur cape, les producteurs ont utilisé des marionnettes. On les filmait sous l'eau avant de copier leurs mouvements et de les mettre en post-production grâce à des effets spéciaux. Du coup, dans cette scène du prisonnier d'Azkaban, les acteurs ne voyaient qu'une main squelettique. En plus, le résultat final a été caché au casting. Ils ont dû attendre comme tout le monde la sortie du film au cinéma pour enfin découvrir la créature. Pour les animaux fantastiques, tout était encore différent. Cette fois, vu que c'est J.K. Rowling qui s'occupe du scénario, elle travaille directement avec l'équipe artistique pour créer les créatures, même si, certains avaient déjà été aperçus auparavant dans les livres et les films. Par exemple, dans l'Ordre du Phénix, les nifleurs mettent la pagaille dans le bureau de Dolores Umbridge. Ça a été coupé du film, alors c'était l'occasion parfaite pour enfin les voir au cinéma. Malheureusement, l'ambiance des premiers Harry Potter a disparu. Aujourd'hui, plus de maquillage ou de tricks comme ça, tout est fait en post-prod. Après, pour éviter que les acteurs ne jouent devant rien du tout, on a engagé des marionnettistes pour animer des objets sur le tournage. Pour les nifleurs, c'était des sacs de billes, et pour le zoo du deuxième opus, on avait 3 marionnettistes mobilisés pour animer chaque partie, la tête, le corps et la queue. Ça a aussi aidé pour le cadrage, comme ça on avait une référence pour bien placer la caméra et pas avoir un film de merde, ça a pas aidé, mais bref. D'ailleurs, la fameuse valise bien plus grande de Norbert a vu plusieurs designs qui ont été explorés. En accordéon, à mâchoire, avec des pattes ou carrément un ascenseur à l'intérieur, tout a été malheureusement abandonné. Dites-vous, ça a failli même être une créature à part entière. Pour les animaux fantastiques, la prod a fait le choix de miser sur l'innovation technique et les effets spéciaux. En gros, on voulait en mettre plein la vue aux spectateurs. Mais après, c'est pas pour ça que ça en fait des meilleurs films. Au contraire, ce qui fait que Harry Potter a marqué son époque, c'est cet aspect très réel et immersif du monde des sorciers. On a l'impression que les choses existent devant la caméra, et c'est en partie pour ça qu'il a inspiré toute une génération. En ce moment, avec les scandales autour de J.K. Rowling et les échecs des animaux fantastiques, on a l'impression que la saga Harry Potter n'est pas au mieux de sa forme, mais malgré tout, la fanbase reste forte. Fanfilm, convention, comédie musicale, elle s'approprie l'univers encore et encore. Et plus que les films ou les livres, moi, ce que j'aime dans Harry Potter, c'est cette passion. En ce moment, l'avenir de la saga au cinéma est flou. Ça fait 20 ans que c'est fini, et on dirait que l'auteur ne sait plus ce qu'elle veut. En conséquence, de moins en moins de gens ont envie d'écouter ces histoires. Est-ce que du coup la licence est morte? Non, ça pourrait être l'occasion pour la saga de prendre un nouveau départ. Après tout, des fans passionnés d'Harry Potter, il y en a à l'appel. On pourrait se dire que la force de Harry Potter, c'est eux, et de les laisser s'approprier pour de vrai la licence pour en faire quelque chose de frais. Et vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir d'Harry Potter? Dites-le nous en commentaire, et sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés, c'était